Bien, en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence avec Bertrand Dumazy, le patron d'Edenred. Donc Edenred, c'est les tickets restaurants notamment, mais c'est aussi beaucoup de choses. Donc Bertrand Dumazy, on parle à Aix-en-Provence des métamorphoses du monde. Mais vous vous intéressez beaucoup aux métamorphoses digitales. Vous avez participé à une table ronde sur ce sujet hier. Qu'est-ce que sont ces métamorphoses digitales du point de vue d'Edenred? Alors d'abord, la métamorphose digitale dont on parle, c'est un mouvement qui ne fait que commencer et on ne voit que le début de la vague et c'est une vague qui va submerger tous les secteurs d'activité, y compris industrie financière dans laquelle à la périphérie se trouve Edenred. Pour donner un ordre de grandeur des choses, Edenred aujourd'hui gère à peu près 26 milliards de flux, notamment au travers d'un médium qui s'appelle le ticket restaurant, mais on fait la même chose avec une accessibilité aux crèches par exemple, ou des cartes de fuel pour la mobilité professionnelle. Et la révolution digitale dans nos métiers consiste en fait à accéder aux nouveaux modes de paiement, c'est-à-dire que Edenred a fait en fait du papier pendant 35 ans, désormais fait du paiement carte depuis à peu près 10 ans et du paiement mobile depuis à peu près 2 ans et du paiement compte à compte depuis 6 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cycles d'innovation s'accélèrent, 35 ans, 10 ans, 2 ans, 6 mois. On n'a jamais connu une telle révolution des cycles d'innovation et ce qui est vrai pour Edenred est vrai en fait dans tous les métiers qui se digitalisent. En parallèle ou de manière symétrique, cette accélération des cycles d'innovation est accompagnée par une accélération des taux d'adoption. C'est-à-dire que non seulement vous innovez de plus en plus vite, mais en plus vos consommateurs, vos utilisateurs, vos clients adoptent les nouvelles méthodes de plus en plus rapidement. Un exemple, il nous a fallu 1 an pour basculer 10% d'une base d'utilisateurs papier à une base d'utilisateurs carte. Il nous a fallu 3 jours pour basculer les mêmes 10% de la carte au paiement mobile. Et dans un autre ordre de grandeur, la multiplication du paiement mobile avec nos solutions avec un effet multiplicateur de 4 sur la première partie de l'année 2018 par rapport à l'année 2017. Bref, la digitalisation touche tous les secteurs, y compris des secteurs comme celui d'Edenred, avec une accélération des taux d'innovation et une accélération des taux d'adoption. Alors on parle beaucoup des fintech, ces startups qui ubérisent ou qui disruptent la banque. Est-ce que Edenred, quelque part, c'est pas en train de devenir une fintech? Les technologies de paiement sont en train de changer énormément, notamment en Chine. Ils sont vraiment les leaders mondiaux. Qu'est-ce que vous observez de ce point de vue? Est-ce que vous allez aller jusque-là et vous transformer pour devenir une sorte de fintech? Alors moi je pense que Edenred aujourd'hui est une fintech puisque 80% de nos solutions sont digitalisées, premièrement. Deuxièmement, quand on développe du paiement compte à compte, par exemple en France, vous êtes capable de commander directement de votre compte ticket restaurant au compte Rapidle, Nestor, Kindle, donc la distribution de la nourriture à domicile ou sur son lieu de travail. On est le seul émetteur au monde à faire ça. Donc en ce sens, nous sommes une fintech. En revanche, notre volonté n'est pas de disrupter la banque. D'ailleurs, je ne crois pas à la disruption bancaire. La banque gère en fait un système de risque qu'elle fait très bien. En revanche, les activités de paiement qui ne sont pas régulées, puisqu'elles ne sont pas régulées, sont donc plus agiles. Et nous, notre métier, c'est d'intégrer cette agilité des nouveaux modes de paiement dans notre chaîne d'écosystème de paiement. Et donc, en ce sens, nous ne sommes pas disruptifs du métier bancaire. On va juste chercher les technologies qui nous intéressent pour accélérer en fait les taux d'adoption de nos solutions et accélérer également la qualité des solutions qu'on propose à nos utilisateurs. Cependant, puisqu'on est dans ce mouvement-là, on doit être technologiquement agnostique et on doit apprendre à travailler avec toutes les fintechs, en étant nous-mêmes une fintech. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où on en a besoin, on intègre les technologies des fintechs. Donc on travaille nous aujourd'hui avec Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay dans tous les pays du monde. Mais on travaille aussi en Chine avec Alipay et WeChat Pay qui sont les 2 grosses fintechs chinoises. Mais nous sommes nous-mêmes fournisseurs de briques technologiques pour les fintechs, puisque comme nous sommes les champions du monde de la transaction filtrée, on a nos centres de processing, notamment en Angleterre, avec notre plateforme globale qui s'appelle PPS. Et PPS est aussi fournisseur des fintechs en Europe et en Europe du Nord, tels que iZettle, Klarna, qui utilisent nos propres briques. Bref, on est rentré dans des écosystèmes de paiement où on est à la fois un acteur, on est un acheteur de technologie et on est nous-mêmes fournisseurs de technologie. Ce qui rend en fait les fonctionnements dans l'écosystème
plus horizontaux, plus fluides et certainement plus innovants qu'ils ne l'étaient par le passé. Est-ce que la blockchain, le bitcoin, c'est quelque chose qui pourrait venir disrupter votre secteur ? Alors, moi, je ne pense pas en termes de disruption, je pense en termes d'utilisation de cette technologie pour rendre en fait le service à nos clients de plus en plus efficace. Je vous prends un exemple. On a un produit qui marche très fort à Taïwan qui s'appelle le Ticket Express, qui est en fait une chaîne électronique de discount donnée à des utilisateurs et un discount qui est burné chez des commerçants marchands. Or, le remboursement de ces commerçants était fait par une chaîne papier longue et avec un taux de sécurisation assez faible. Grâce à la technologie blockchain qu'on a implémentée dans ce système de remboursement, désormais les temps de remboursement ont été divisés par 70%. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette technologie blockchain, ce n'est pas Edenred qui l'a développée. On l'a d'ailleurs acheté à l'État taïwanais qui fournit aux PME taïwanaises une technologie blockchain at cost. Donc on est allé chercher ce bloc de technologie qu'on intègre dans notre écosystème de paiement pour rendre l'écosystème encore plus vertueux entre nos 3 clients que sont les utilisateurs finaux, vous et moi, Philippe, les marchands qui acceptent d'être payés selon nos modes de paiement et les entreprises qui donnent du discount à leurs clients. En France, donc on connaît Edenred via le ticket restaurant. On n'est pas encore 100% digitalisé en France. Est-ce que ça sera le cas un jour et à quel horizon ? Et quels autres types de services Edenred pourrait proposer dans le transactionnel dans l'entreprise ? On parle beaucoup de la formation professionnelle par exemple. Alors, d'abord, sur le premier pan de votre question, Philippe, aujourd'hui en France, on est à peu près digital dans notre métier ticket restaurant à 25%, sachant que dans d'autres pays, on est déjà à 100%, que ce soit au Brésil ou au Mexique par exemple. Les temps de digitalisation sont d'à peu près 7 ans. Il se trouve que nos amis mexicains et brésiliens ont commencé avant nous. Donc on est un peu en retard au démarrage, mais par contre la courbe d'adoption est désormais très rapide. Et moi je pense que d'ici à 3 à 4 ans, on est 100% digital en France. D'ailleurs, je milite pour une loi qui dise on donne une date couperet, ce qui forcera tout le monde à avancer encore plus vite qu'on ne le fait aujourd'hui. Donc oui, nous serons digitaux et nous serons digitaux rapidement sur l'ensemble de la France et je pense à horizon 3-4 ans. Ensuite, sur la deuxième question, en fait, nous, notre métier, c'est de créer des écosystèmes de paiement pour le monde du travail. On le fait pour la nourriture, donc il y a un employeur qui cotise, un employé qui cotise, des marchands, commerçants, restaurateurs qui acceptent ce mode de paiement et une loi qui dit ça n'est pas de l'argent universel, ça peut être utilisé seulement certains jours pour un certain montant et pour certaines denrées. Eh bien, ce qu'on fait dans la nourriture, on le fait aussi dans l'essence, avec des cartes essence. Et moi, mon rêve, c'est de le faire demain sur la formation. Je suis persuadé que si on avait tous sur notre téléphone portable son compte formation, avec un employé qui cotise, un employeur qui cotise, un niveau de défiscalisation qui reste à définir par l'État et en fonction des États, et un réseau de commerçants formateurs qui sont régulés de manière publique, privée, semi-publique ou semi-privée, alors l'accès à la formation serait rapide. Et les Français savent se former, faisons-leur confiance. Moi, quand j'invite à une réunion mon assistante et qu'elle en sort en disant « Bertrand, je me rends compte que je ne suis pas au sommet en anglais », elle saura parfaitement sur son portable prendre 10 heures de MOOC en cours d'anglais. Et l'accessibilité facile à son compte et la mise en relation avec les formateurs, c'est ça qu'on fait pour de la nourriture ou de l'essence. Et je rêve de le faire pour mon pays au niveau du ticket formation. Un autre rêve que j'ai, Philippe, le ticket restaurant est une invention française qui date des années 60, qui a été exportée dans 40 pays, qui fait de la France le leader mondial du ticket restaurant. Faisons de la France le leader mondial du ticket formation. Vous êtes présent dans 45 pays, on parle beaucoup en Rencontre d'Aix des métamorphoses aussi géopolitiques. Est-ce que ce monde nouveau où il y a quand même une certaine fermeture, un repli sur soi, Trump qui prend des mesures protectionnistes, est-ce que ça vous inquiète, vous, en tant que dirigeant ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'escalade ? Si, alors évidemment, la force entraîne la force. Donc quand vous êtes dans un rapport à autrui qui est un rapport de force, en général, la réaction que vous prenez est une réaction de force. Et donc c'est tout l'enjeu en fait des relations internationales et c'est tout l'enjeu du dialogue qu'il faut continuer à instruire avec des gens qui ont une posture de force pour être sûr qu'on n'ait pas cette escalade qui se mette en route. Et c'est vrai qu'étant présent dans 45 pays, je note aujourd'hui, comme tout le monde d'ailleurs, une montée de la colère et de la colère qui s'exprime par un vote et qui est sur un vote sur des personnages politiques assez radicaux. Et je pense que le dialogue donc doit être maintenu,
pour être sûr de ne pas tomber dans cette escalade. Et il est temps aussi que les hommes modérés soient aussi forts que les radicaux et expriment une position modérée mais avec force. Et donc oui, évidemment, Edenred étant une maison internationale et présente dans 45 pays, on a besoin de pouvoir opérer librement dans ces 45 pays. Et oui, c'est vrai que l'évolution de l'échiquier politique va rendre cela un petit peu plus compliqué. Cependant, Edenred étant consubstantiellement une boîte internationale, on en a vécu des crises, c'est-à-dire qu'on est au Brésil depuis 40 ans. Et donc on a vu différents régimes au Brésil. On est toujours présent au Venezuela. Et donc j'espère, et je le crois, que la force des produits d'Edenred, qui apporte en fait du bien à toutes les parties prenantes, cette force-là sera supérieure au risque d'escalade politique. Merci beaucoup Bertrand Dumazy.